bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, les inondations meurtrières en Espagne ont fait des ravages. Face à cette catastrophe, un groupe de citoyens de Moguio dans le sud-ouest se mobilise pour venir en aide aux victimes. Malgré les défis logistiques, nous suivrons leur initiative avec notre partenaire Via Occitanie. La vie chère, préoccupation de tous les Français, nous nous rendrons dans les rues de la capitale où la diaspora martiniquaise s'est mobilisée et a participé à une manifestation d'envergure. Nous y reviendrons avec notre partenaire Via ATV. Et puis les rats ne sont pas seulement la préoccupation des Parisiens. Nous nous rendrons à Marseille où la ville a trouvé une manière innovante et originale de lutter contre les rats en recourant à des furets, des prédateurs naturels, des rongeurs. Nous irons à la rencontre de la conseillère municipale déléguée chargée de cette lutte avec nos partenaires de la Provence. Enfin, dans ce journal, des images impressionnantes d'une nouvelle méthode chirurgicale révolutionnaire. Le CHU de Saint-Étienne a introduit un robot de la société Intuitive qui permet des interventions complexes avec une incision unique réduisant les cicatrices. On regarde ça en fin de journal. Je vous le disais en ouvrant ce journal, en Espagne, les inondations meurtrières de ces derniers jours ont laissé des traces profondes avec un bilan tragique de près de 200 morts. Face à la catastrophe, l'entraide ne connaît pas de frontières. Dans une ville du sud-est, à Moguio, un groupe de citoyens se mobilise pour les victimes des inondations. Direction les zones sinistrées malgré les défis logistiques avec notre partenaire Via Occitanie. Des petits pulls, des pantalons, comme je vous disais, des draps. Ils n'ont pas hésité une seule seconde. À la découverte du nouveau groupe Facebook Solidarité Valencia, ces habitants de Moguio ont rassemblé tout ce qui pourrait être utile pour les sinistrés. On est un peu loin, donc pour les aider, c'est pas évident. Donc là, j'avais du linge d'enfant, j'ai dit pourquoi pas. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. À l'origine de cette initiative, Eva, une Française d'origine espagnole, dont les parents, heureusement épargnés par la catastrophe, vivent à quelques kilomètres de Valence. Vêtements, matériel médical, nourriture, chaque contribution est la bienvenue. J'ai aussi mis en ligne le lien, le compte bancaire qui a été créé par la mairie en Espagne pour que les gens puissent envoyer s'ils veulent, même si c'est que 2 €. À ce jour, plus d'une centaine de kilos de dons ont été collectés. Objectif, transporter elle-même ces précieuses marchandises jusqu'aux zones sinistrées, malgré les défis logistiques considérables. On a une société qui nous propose de nous prêter son camion, on attend la confirmation. À Moguio, où réside une importante communauté ibérique, l'émotion est palpable, entre amertume et espoir. Alors ça a été très long Pendant 2 jours ils se sont retrouvés les habitants seuls et même des pompiers français qui ont été interdits d'aller là-bas, qui n'ont pas eu l'autorisation et certains sont allés sans autorisation. Et je trouve ça formidable. J'ai des amis qui sont là-bas, qui vivent là-bas, des Français installés là-bas, qui sont partis faire leur retraite là-bas. Il y a des gens qui disent sur les réseaux sociaux qui ont des cadavres chez eux et que personne ne vient les voir pour les enlever. Quiero llegar a Valencia para ponerme las botas y ir a sudar. Cuando? Mañana, porque no había tren. Aujourd'hui, Valence n'est que désolation, avec des habitants partagés entre colère et incompréhension. Et puis nos voisins espagnols ne sont pas les seuls touchés par les pluies diluviennes. En Corse, la ville d'Ajaccio renforce sa protection contre les inondations avec les bassins de rétention de Peraldi et Alzou di Leva, des infrastructures conçues pour gérer les eaux pluviales et sécuriser les quartiers des Cannes et des Salines. Un investissement majeur pour faire face aux crues. Écoutez le maire de la ville au micro de notre partenaire sur place, Télépaésé. L'idée, c'est de ne pas subir, en fait, c'est d'orienter et de réaménager. Donc, nous avons aujourd'hui des opportunités en matière d'aménagement. Il faut tenir compte des erreurs du passé sur la question de l'urbanisation notamment, la perméabilisation des sols, le parti pris aussi de la revégétalisation, c'est un point très important. Et voilà, et l'idée, c'est de redonner beaucoup plus de fluidité dans la ville à travers, je dirais, la liaison interquartier. Préoccupation majeure des Français, la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer, l'est aussi en Martinique et cela résonne jusque dans les rues de la métropole. À Paris, la diaspora ultramarine se mobilise et 3 représentants du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, fraîchement arrivés en métropole, ont pris part à une manifestation de grande ampleur. Reportage de notre partenaire Via ATV. C'est un cortège impressionnant. En direction du ministère des Outre-mer, les Parisiens participant à la manifestation contre la vie chère avancent en masse
avec 3 têtes que l'on connaît bien. Le Airprac est présent pour faire passer son message outre-Atlantique. Après les tables rondes, l'échec des tables rondes et que le peuple n'a pas été écouté, aujourd'hui on leur amène leurs problèmes à leur porte, à leurs pieds, et on veut voir si là aussi ils vont refuser de comprendre que le peuple a refusé ce protocole. C'est important parce qu'on a une population, on a un peuple ultramarin qui est aussi sur l'Hexagone et qui, quand ils viennent en vacances aussi, c'est très difficile pour eux, ils le constatent comme nous-mêmes. C'est inadmissible que nous ayons des ultramarins qui viennent en vacances dans leur pays et qui viennent avec les valises remplies de denrées alimentaires. Malgré le protocole d'accord signé par tous les intervenants des tables rondes, sauf le Airprac, l'indignation ne semble pas s'affaiblir, comme le montrent les rues parisiennes cet après-midi. On a refusé de signer ce protocole, le peuple a refusé. Parce que ce que le peuple demandait n'a pas été satisfait. Pourtant bien parti, la manifestation s'est vue stoppée par les forces de l'ordre, positionnées à environ 600 mètres du ministère des Outre-mer. On vient pacifiquement, là où on a le droit, là où rien ne nous empêche de circuler. Et on nous dit, sans raison aucune, non. Aujourd'hui, comme nous le disons depuis le départ, nous voulons être reçus par toute personne qui peut jouer de son influence sur cette profitation, sur les prix dans l'alimentaire. Au même moment, chez nous, les yeux sont rivés sur la mobilisation parisienne. Pour les membres du Airprac présents au QG de Dillon, l'ampleur du mouvement hors Martinique est logique. Souvent, les personnes ont eu le sentiment que les ultramarins ne se sentaient pas concernés par la cause de la vie chère. Et le fait de ce rassemblement sur Paris prouve à tout le monde que les communautés, les ultramarins, sont concernés, se sentent concernés. Une indignation locale, mais aussi hexagonale, qui encourage l'association. Ça démontre également que tout le monde fait corps, tout le monde fait peuple pour dénoncer une exagération. Une marche a également eu lieu en Martinique et une opération rideau baissé s'est déroulée dans la zone de Petit Manoir. Elles sont bonnes pour la santé et les nutritionnistes vantent leur qualité nutritionnelle. Pourtant, les producteurs de noisettes sont en crise cette année, pris en tenaille entre insectes ravageurs et pertes financières. Alors direction le Lot-et-Garonne pour découvrir les conséquences de cette invasion sur les vergers et la crainte aussi d'une hausse des prix pour les consommateurs. Un reportage de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Sur l'exploitation de Jérôme, des noisettes. En apparence parfaite, certaines ne sont en fait pas comestibles. Ce sont des amandons qui ont l'air sains comme ça. Voilà. Et donc en fait quand on les retourne, tous, nous voyons bien que ce sont des amandons qui ont été piqués par la punaise. On voit des nécroses blanches qui sont des piqûres de punaise. Cette année, cet agriculteur n'a pu que constater les dégâts causés par 2 insectes ravageurs, le balanin et la punaise diabolique. On estime que la récolte moyenne d'un hectare de noisetier, suivant l'année, suivant les conditions climatiques, on est entre 2,5 tonnes et 3,5 tonnes de noisettes à l'hectare. Cette année, moi je suis à 1,5 tonne de moyenne et il y a des producteurs qui sont à 800 kg de moyenne. Face à ces nuisibles, les agriculteurs sont impuissants. Seule solution selon eux, utiliser des produits phytosanitaires, interdits en France depuis 2016. En France, nous avons pour protéger nos récoltes une seule substance phytosanitaire qui en plus est inefficace. En Italie, c'est 8, en Espagne, c'est 7, aux États-Unis, c'est 38 et en Turquie, c'est 244. Pourtant, selon la coopérative, 95% des noisettes consommées en France proviennent de ces pays. Nous demandons au niveau de la filière l'harmonisation des règles avec nos concurrents directs européens. Autre solution envisagée pour se débarrasser des nuisibles, le parasitoïde, une micro-guêpe capable de se développer dans l'œuf à la place de la punaise, une méthode encore en phase de test. On vient de le voir, alors que les producteurs de noisettes peinent à lutter contre la crise, en Bretagne, c'est l'accessibilité aux produits locaux qui est mise à l'épreuve. À Rennes, un réseau solidaire fait le pari de rendre ces produits accessibles à tous. Notre partenaire TVR propose de découvrir un réseau qui chaque mois attire de plus en plus de bénéficiaires des quartiers populaires. Regardez.
À peine installés, les bénéficiaires du vrac à Rennes attendent leur commande du jour. Passés il y a 2 semaines sur Internet ou dans les centres sociaux affiliés, tous viennent faire leur marché. On vient ici parce que ça nous permet d'avoir des tarifs qui sont plus adaptés par rapport à notre budget. Je dirais, je sais pas moi, au moins 25% de moins cher. Soutenue financièrement par une dizaine de partenaires, l'association se déplace chaque mois dans ses 5 points de distribution. Bréquigny, Rennes 2, Le Blône, Villejean et Maurepas. Pour garder le rythme et maintenir des prix compétitifs, le vrac peut compter sur un réseau solide de fournisseurs. Donc là, ça va être le pain et les œufs pour les produits locaux. On a aussi du fromage et des légumes qui sont produits localement. Ça va être 7 producteurs locaux. Et après, je passe aussi des commandes auprès de 5 grossistes qui vont nous fournir soit des produits d'hygiène et d'entretien, soit les produits secs. Ça a du sens aussi pour eux. Ça leur permet de savoir qu'ils touchent des publics qu'ils ne toucheraient pas habituellement. Et du coup, ça leur fait plaisir aussi parce que ça donne un sens autre à leur activité. Derrière leur comptoir, les bénévoles font tourner la machine. Comme Marie-Renée, ils sont une quinzaine à chaque distribution. Pour elle, le vrac est un succès. Il y a beaucoup plus de gens à venir puisqu'on se rapproche des quartiers populaires. Comme c'est des produits raisonnés et en direct, je crois que c'est ça qui leur plaît aussi. Pour ce mardi après-midi, au pôle associatif de la Marbaudet, 80 commandes ont été délivrées. Va-t-on leur couper la voix alors que la survie des médias locaux est en jeu? Les radios associatives françaises risquent un gros silence. Exemple avec ce reportage en Haute-Savoie où des stations craignent de devoir couper l'antenne face à la baisse de leurs subventions. Un reportage d'Emmanuel Jo pour notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. Salut à tous, direction aujourd'hui la station de Setnex, proche. C'est une voix et une chronique bien connue des habitants de l'Albanais. Lancée en 2009, la radio FMR basée à Rumilly rassemble aujourd'hui un salarié, un alternant, une pigiste et plus d'une quinzaine de bénévoles qui œuvrent tous pour faire vivre une fréquence dédiée à l'actualité et à la culture locale. Un engagement passionné qui pourrait bien se terminer d'ici quelques mois. En cause, la baisse du fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER, évoqué dans le projet de loi de finances 2025. Une coupe de plus de 10 millions d'euros qui porterait un coût inédit à des médias de proximité et dont l'existence reste directement liée au budget alloué par le ministère de la Culture. Cette perte de financement pourrait vraiment remettre en cause la structure et surtout la pérennité. Pour nous, ça serait une vraie perte financière pour la radio puisque on a une partie commerciale, on rentre de l'argent de la publicité, mais on n'a pas le droit de dépasser le seuil des 20% de nos recettes. Évoqué lors du congrès des principaux syndicats de la profession, le rabotage du FSER impacterait toutes les radios associatives françaises. Nichée au cœur du bassin annécien depuis 1982, Radio Semnoz compte parmi les précurseurs du genre. Une histoire ponctuée de solidarité et d'entraide, mais qui reste soumise à des problématiques financières, l'inflation et la hausse des prix de l'électricité n'épargnant pas les plus petites structures. La baisse de ce fonds, elle impacte l'ensemble des 750 radios associatives qu'il y a en France, parce qu'elles ont tout un fonctionnement qui dépend de ce FSER. Alors, avec des pourcentages qui varient selon les radios, on pourra dire entre 30 et 70% à peu près. Mais ça représente en fait, en gros, un salaire par radio. Et donc, pour Radio Semnoz, 2 salariés, plus quelqu'un qui travaille pour nous en tant qu'auto-entrepreneuse. Ça signifie que de toute façon, il va falloir diminuer la masse salariale, probablement d'un emploi. Un combat qui devrait se poursuivre en tout cas jusqu'au 15 novembre prochain, date du vote à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances pour l'année prochaine. D'ici là, tous les acteurs de la filière tenteront d'alerter les différents députés pour sauver les quelques 3000 salariés qui composent aujourd'hui le tissu des radios associatives françaises. Vous l'avez vu dans les titres, à Marseille, la ville mise sur des solutions plus sauvages pour lutter contre la prolifération de rats dans les parcs. Alors fini les produits chimiques et place aux furets. Ces prédateurs naturels, ce sont des rongeurs, sont désormais envoyés en mission pour éradiquer le fléau. Une méthode innovante et éco-responsable aussi qui permet de garder un contrôle sur les nuisibles tout en respectant l'environnement. Une véritable chasse aux nuisibles, tout en douceur. Et Aïcha Guedjali, la conseillère municipale déléguée à la lutte contre les nuisibles, a donné plus de détails à notre partenaire La Provence. Écoutez.
On a expérimenté ça en 2022. On a trouvé que c'était plutôt efficient puisqu'on a sorti à peu près une centaine de rats. Bon, une première expérimentation, c'était plutôt pas mal, même si évidemment à l'échelle de la ville de Marseille, ça n'a rien à voir. C'est un dispositif qui va être complémentaire avec déjà ce que nous on fait à la ville. Et surtout qui utilise pas de produits agressifs pour la santé humaine. Donc le but c'était de pouvoir mettre en place ce dispositif qui soit complémentaire avec ce qu'on fait déjà à la ville. Dans un monde où la chaleur humaine se fait parfois rare, voici un lieu où l'on sert des sourires à prix mini. À Troyes, le Fraternel, c'est son nom, fête son premier anniversaire en offrant bien plus que des boissons, des moments de partage à l'heure où on en a le plus besoin. Notre partenaire Canal 32 s'est rendu dans ce café où la solidarité se verse à chaque tasse. Regardez ce reportage. Le Fraternel souffle sa première bougie. Situé à proximité de la place de la Bourse, ce café est tenu par le Secours catholique. L'équipe de bénévoles tire un bilan très positif de cette première année d'ouverture. Quand on a réfléchi à l'idée d'ouvrir ce lieu, c'était d'avoir un lieu mixte et ouvert à tous. Le pari est plutôt tenu. On a à peu près 200 passages par mois. On est content pour une première année. Je suis une heureuse bénévole, ou une bénévole heureuse. On en a parlé encore il n'y a pas longtemps justement quand on a fait le bilan. Tous les bénévoles sont heureux de venir. Le café se veut solidaire et accessible aux plus démunis. Ici, toutes les boissons sont disponibles à partir de 30 centimes. Les bénévoles ont à cœur de recréer du lien social et de lutter contre l'isolement. Une philosophie qui a rapidement plu à certains, aujourd'hui devenus des habitués. C'est connu au relais du Chartreux. Puis on a fondé un petit groupe et puis on est venu une fois ici. Et maintenant, je trouve que pour les personnes qui sont isolées, qui sont tout seuls, c'est un lieu de rencontre pour qu'ils puissent partager, jouer et discuter. Voilà. Les bénévoles ne se contentent pas de servir les cafés, ils prennent aussi le temps de discuter avec les clients. Une personne qui a eu besoin de se confier très longtemps et qui a passé un très long moment à parler, en fait, plus ou moins en individuel, et qui m'a dit finalement ça m'a fait aussi bien qu'une séance de psy. Jeux de société, lecture de contes, atelier tricot. Autant d'animations qui dynamisent le café. À l'avenir, l'équipe espère continuer d'en organiser toujours plus. Aujourd'hui, le Fraternel fonctionne en grande partie grâce aux dons faits au Secours catholique. Le café accueillera d'ailleurs l'association le 17 novembre à l'occasion de sa collecte annuelle. Cette semaine, c'était Hubert Védrine qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde. L'ancien ministre des Affaires étrangères a répondu à nos questions et notamment au fait que 2 présidents des États-Unis, Joe Biden, président en exercice, et Donald Trump, qui ne sera président que le 20 janvier, sont aux manettes du pays. Qu'en pense-t-il? Écoutez Hubert Védrine. Joe Biden est toujours président jusqu'au 20 janvier à midi. Peut-il mener des actions militaires, prendre des décisions très importantes? Et comment cela se passe-t-il avec le président élu, qui est Donald Trump? Est-ce que ces contradictions qui peuvent apparaître sont préjudiciables et comment on organise ça? Oui, ils ont l'habitude quand même, les transitions. L'élection est toujours en novembre et l'entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier. Ça s'était mal passé la dernière fois entre Trump et Biden. Oui, Trump avait refusé d'assister à l'inauguration de Biden. Oui, mais c'est anecdotique, ça. Bon, en gros, Biden ne peut rien décider d'important, là, maintenant. Déjà avant, d'ailleurs. Ça fait plusieurs mois. C'est le fameux lame duck, c'est-à-dire ce canard boiteux, ce président qui n'a plus de pouvoir. C'est les 2 dernières années, c'est pas les 3 dernières semaines. Donc vous prédisez qu'une transition du pouvoir se passera de manière correcte. Vous ne voyez pas de problème. Pas correcte, mais c'est une période d'incertitude, mais elle porte plutôt sur le fait de savoir si Trump va déjà annoncer des choses, prendre des initiatives. La question, c'est plutôt sur Trump que sur Biden, dans la période immédiate. Là. Avec des faits divers à répétition dans l'actualité, lorsqu'il s'agit de retrouver une personne disparue, chaque seconde est précieuse. À Oncerville, dans la Meuse, les équipes de dressage canine mettent au point un entraînement de haute précision qui permet d'affiner le flair de leur chien pour traquer la moindre des traces. Plus de précision avec notre partenaire Puissance TV sur place. C'est une journée d'entraînement pas comme les autres. Laisse en main, les équipes cynotechniques de la Marne et de la Meuse entraînent leurs chiens autour de plusieurs activités. Le pistage, suivre l'odeur d'une personne, et la quête, retrouver une victime. Un jeu pour le chien, mais également un exercice difficile. L'environnement est très important par rapport au pistage, en fonction de la surface sur laquelle le chien va travailler, le brouillage avec les gens qui passent, il y a toujours du brouillage et la durée.
aussi. C'est très important le délai entre le moment où on a tracé la piste d'entraînement et le moment où le chien est passé. Le maître et son chien forment un binôme indissociable, mais avant d'être breveté pour le pistage, il faut d'abord passer par une formation. Pour former un chien, il faut compter à peu près 2 ans. Pour être breveté en ce qu'on appelle en questage et en décombre, donc pour pouvoir intervenir sur des effondrements ou sur de la recherche de victimes égarées. Et la piste, c'est encore une année supplémentaire. Réalisés 2 fois par mois au minimum, ces exercices sont importants pour perfectionner la lecture du chien lors de cas concrets. La difficulté et le temps de piste sont eux aussi allongés au fur et à mesure de l'année. C'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Et on apprend de par ses réactions à voir les différentes pistes qu'il peut relever. Et en fonction de ses réactions, on adapte notre comportement pour pouvoir le guider au mieux. L'équipe cynotechnique de la Marne compte 6 pompiers. En Meuse, ils sont au nombre de 2. C'est une nouvelle journée d'entraînement bien remplie pour les maîtres et leurs compagnons, en vue de la formation de pistage qui aura lieu en fin d'année. Pour ceux qui sont accros aux réseaux sociaux, et il y en a beaucoup, ces 3 figures mythologiques ont captivé 1,2 million de spectateurs lors de leur déambulation dans les rues de Toulouse. Après leur passage, ils ont été transférés à la halle de la Machine où ils sont visibles de l'extérieur et à l'intérieur avec un accès payant. Image de notre partenaire sur place, La Dépêche. Dans une région prisée des touristes, la mobilité douce prend le large. Depuis l'été 2023, un bateau navette traverse la Dordogne pour relier Mozac et Grand Castan à Calais. Une solution pratique et gratuite pour les riverains et les visiteurs qui soutient le développement des transports verts dans un territoire touristique de premier choix. Un reportage de nos équipes de Territoires Audacieux, regardez. Cela faisait plus de 100 ans qu'elles étaient séparées par la Dordogne. Les communes de Mozac et Grand Castan et de Calais sont à nouveau reliées grâce à ce bateau-navette qui sillonne la rivière depuis 2023. Ça va ? Ça va fonctionner. C'est un endroit où on ne venait pas parce qu'on ne pouvait plus circuler. Et là, c'est un endroit où l'on vient parce qu'on peut continuer son chemin. On peut s'arrêter au restaurant au Bella Ciao. On peut profiter des quais. On peut profiter des différentes marches, des itinéraires de randonnée. On peut aller voir les communes aux alentours. Donc vraiment, ça devient une étape et non pas un endroit où on ne sait plus où aller. La traversée est gratuite tout l'été et peut embarquer 9 passagers à la fois. Un véritable outil d'attractivité pour les touristes qui peuvent également y emmener leur vélo sur certaines tranches horaires. Pour les riverains tels que Véronique, la navette agit comme un simplificateur de trajet. Alors moi, ça me permet d'aller chez mes amis qui habitent juste en face de la rive et ça m'évite de faire 10, 20, 40 km. Ce bac et ses 200 mètres de traversée sur la rivière Dordogne constituent également une attraction touristique à part entière. Pour financer cet ouvrage issu de l'époque napoléonienne, ainsi que la cale d'amarrage et le pilote salarié, la communauté de communes des Bastides Dordogne-Périgord, l'État, le département de Dordogne ainsi que la région Nouvelle-Aquitaine ont été rejoints par EDF. La berge a été aménagée de ce côté-là pour donner un accès à la Dordogne, une cale à bateau. L'aménagement est maintenant terminé, la partie est végétalisée, il y a un arbre qui a été planté, et là, ici, la ripisylve, la végétation de bord de l'eau, est maintenant florissante. Quand la chirurgie robot-assistée révolutionne les soins que l'on peut nous prodiguer, le CHU de Saint-Étienne a introduit récemment un système chirurgical mini-invasif qui marque une avancée majeure. Ce robot de la société Intuitive permet des interventions complexes via une seule petite incision tout en réduisant les cicatrices et en accélérant la récupération des tissus. Cette technologie, déjà utilisée dans d'autres régions, pourrait à terme transformer la chirurgie gynécologique, notamment pour traiter des pathologies comme l'endométriose. Un siècle de vie et des milliers de notes partagées, c'est une histoire qui réchauffe les cœurs en Moselle. À Jury, Olivier Perfetti, ancien professeur d'accordéon, a célébré ses 100 ans, entouré de ses anciens élèves et amis. Et notre partenaire Moselle TV a eu le privilège de faire partie des invités. Regardez. Voilà, bon anniversaire à Olivier. Pour son 100e anniversaire, Olivier Perfetti est accueilli comme une véritable rockstar. Professeur d'accordéon des années 40 aux années 60,
L'homme a transmis son amour pour l'instrument avant à des dizaines d'élèves mosellans. C'est le grand plaisir. Et en plus, je les ai vus enfants. Ça compte beaucoup de les avoir enfants. Âgés d'une dizaine d'années à l'époque, aujourd'hui ces élèves ont bien grandi. Et plus de 60 ans après, ils restent tous marqués par ce professeur d'exception. On apprenait tout en fait. On avait de la théorie, on avait de la lecture musicale, on avait du solfège, on avait des exercices et je trouve qu'il était vraiment exigeant et très pédagogue. Il m'a emmené faire des concours à droite, à gauche, à Paris, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai toujours été considéré comme un de ses meilleurs élèves. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, si on peut dire, qui m'a donné le goût de cet instrument et ce qui m'a permis après d'avoir une belle carrière musicale avec des rencontres extraordinaires. Son amour pour la musique et l'accordéon, voilà peut-être le secret de longévité d'Olivier Perfetti. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.